Pyramide FM. Canal Plus vous donne l'heure. Il est 12 heures. Je suis David Kodjo Amekoji. Se renseigner sur le Covid-19, oui. Mais c'est important de s'assurer que les informations proviennent de sources fiables, telles que les agences de santé publiques locales ou nationales, le site web de l'OMS ou les professionnels de santé locaux. Ceci est un message du groupe Média Pyramide dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le Covid-19. Des 12 de Pierrot Attiobé sur 105.5. Jean-Pierre Fabre avait inventé des années de marche de protestation après une élection présidentielle au Togo. Messire Agbéomé Kodjo invente la présidence du maquis, des décrets et des nominations. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Nous sommes le dimanche 16 août 2020. C'est une édition spéciale. Elle est consacrée à la vie terrestre de l'ancien Premier ministre Idem Kodjo. En vérité, les Kodjo sont nés un lundi. L'illustre disparu serait-il venu au monde un lundi ou Kodjo serait-il juste un nom de famille? Les Kodjo, le nom coule les rues du Togo, du Bénin ou du Ghana. Il y en a qui sont cordonniers installés sous les hangars au marché de Keita dans la Volta-Ridine. Il y en a aussi bons lutteurs en pays kabien, mais nés en pays élevé. Mais Premier ministre, il n'y en a pas beaucoup. Juste deux. Le deuxième est Mensah Agbéomé Kodjo. Sont-ils parents? Au-delà du poste de Premier ministre et ayant appartenu à la mouvance présidentielle, quel autre lien attache les deux personnalités? Idem Kodjo a désormais rejoint les ancêtres. Agbéomé Kodjo a lui choisi le maquis. Et c'est depuis ce maquis qu'il a continué par faire la politique, celle de la contestation des résultats de la dernière élection présidentielle au Togo. La contestation est une tradition dans notre pays puisque l'ANC et le FRAC ont marché des années durant pour revendiquer la victoire de Jean-Pierre Fabre à la présidentielle de 2010. Le MPDD et la dynamique Podjo vont-ils finir par former un gouvernement pour ainsi revendiquer encore plus fortement la victoire d'Agbéomé Kodjo? Quelles sont les chances du président, des ministres et des ambassadeurs postés à l'extérieur du pays ou dans les maquis? Le maquis Idem Kodjo l'a connu puisque le début des années 90 n'a jamais été du tout repos pour les opposants. L'extérieur du pays l'a aussi connu. L'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine avait eu ces années de brouille avec le régime. Ce régime où les ancêtres de celui-ci sont en partie sortis du laboratoire qu'il a bien connu. Comment comprendre que celui qui était présenté comme un brillant intellectuel au lendemain des indépendances a pu opter pour l'établissement d'un parti unique, parti-État au Togo? Son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille, tantôt opposant, puis candidat pour devenir président de la République, puis plus tard Premier ministre du général Gnassingbé Yadema, puis plus tard encore Premier ministre de Faure Gnassingbé. L'homme politique, l'homme de culture, le sportif est resté un incompris pour la majorité des Togolais. Il s'était même fait battre par un certain jeune Abia Nicodème chez lui dans la veille lors des élections législatives. Sans aucun doute, plus connu par ses proches et amis, ce sont eux qui nous diront si tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on dit du diplomate relève du mythe, de la fiction ou tout simplement de la jalousie politique. Quels sont les styles à la classe politique togolaise et africaine? Le grand pardon dont il s'est fait l'apôtre reste-t-il une ligne directrice? Avec nous pour cette émission spéciale, Francis Sekon, ancien président de la CPP et camarade de route de Idem Kodjo, et le professeur Guy Missodé, enseignant à l'université de Lomé, également proche du disparu. Nous avons également des témoignages, ceux de l'ancien ministre Charles Kondi Agba de UNIR, de l'ancien ministre Cornelius Saïdam, non plutôt on devait l'avoir, on ne l'a pas eu finalement, de Nicodème Habia du Parti des démocrates et enfin de Dani Aïda de NDI. Le D12 c'est au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Romaric Fetas est à la mise en onde technique. Chers invités, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Attiobé. Nous sommes ensemble pour 1h30 d'émission pour parler de l'ancien Premier ministre Idem Kodjo, décédé le 11 avril dernier en France. J'ai eu la chance de l'interroger, c'était en 2010. Écoutons un instant de cet entretien. Oui, c'est important de célébrer une journée consacrée à l'Afrique. C'est tout simplement dommage qu'il n'y ait pas plus de manifestations autour de cette journée. Il doit symboliser le panafricanisme retrouvé et la nécessité de porter
petits pays, personnellement, ne me semble pas très assuré. Et je crois que les Africains, en tant qu'Africains, n'ont de chance d'un réel épanouissement que dans une meilleure unité et une unification de notre continent. Mais c'est un peu surprenant que chaque année, on se rende compte que la journée de l'Afrique passe quasiment inaperçue. Il y a beaucoup de journées qui sont célébrées au cours des années. Et quelles sont les valeurs que la journée de l'Afrique, en réalité, doit véhiculer? À mon avis, il y a journée. Je m'aperçois, comme vous, qu'il y a de très très nombreuses journées pour ceci, pour telle pandémie, pour tel objectif social, etc. Mais la journée du continent africain est une journée exceptionnelle. J'ai le sentiment que la flamme du panafricanisme qui a été allumée depuis plusieurs décennies déjà, notamment par Kwame Nkrumah, que cette flamme devient totalement flageolante et qu'elle n'est plus portée par les populations elles-mêmes. Alors il n'y a pas de panafricanisme sans le concours des populations elles-mêmes. Nous ne ferons pas l'unité du continent contre les populations. C'est la prise de conscience par les populations de la nécessité d'une vie beaucoup plus organisée dans un cadre plus cohérent et plus conséquent. C'est cette prise de conscience seule qui va permettre à l'Afrique de se bâtir. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on croit véritablement aujourd'hui encore à l'unité africaine? Si la réponse était non, ce serait désastreux, je puis vous le dire. On vient d'écouter un extrait d'un entretien qu'il nous a accordé en 2010, c'était en mai 2010. Vous l'avez écouté, sans doute que c'est une voix qui vous est familière, elle va sans doute vous manquer, vous particulièrement, puisque vous êtes issu de ses proches. Comment d'abord avez-vous appris la nouvelle de sa disparition? Quelles ont été vos toutes premières réactions? D'abord, Francis Ekong. Eh bien, nous avons appris la disparition par ses proches parents avant de l'apprendre par RFI. Et bien entendu, nous étions inquiets depuis un certain temps parce que sa santé posait problème. Donc, quand c'est arrivé, il faut avouer que C'était difficile, hein? c'était difficile et on a beaucoup souffert. Oui, je rappelle. Beaucoup souffert. Oui, je rappelle aux auditeurs que vous-même, visiblement, quand on vous voit, on sent que votre santé n'est pas tellement au point, donc que les auditeurs veuillent bien nous excuser par rapport à votre voix qui n'apparaît pas, qui visiblement est un peu affaiblie. Oui, je vais essayer d'élever. Ouais, ok, maintenant, oui. Vous avez en face de vous quand même quelqu'un plus jeune, et sans doute que lui, il fera mieux l'affaire. Professeur, vous avez aussi appris la nouvelle. Comment vous l'avez appris? Bon, je dis que c'était pour moi peut-être beaucoup plus douloureux, beaucoup plus traumatisant. Pour la raison que justement, le 11 avril, c'est le jour de mon anniversaire de naissance. Donc vous comprenez que dans mon carnet, j'ai eu à écrire que je suis passé du miel au fuel. Parce que c'était justement une bonne journée qui naissait quand j'ai reçu un coup sur coup 2 appels. Un appel d'abord de mon petit frère qui est à Bruxelles, proche de Eden Kodjo, et puis un appel de Cornelius qui me confirme ça. Donc voilà, bien que, bien sûr, depuis presque pratiquement 1 an, on vivait dans cette hantise par rapport à son état de santé, que venait d'ailleurs de rappeler notre doyen Francis Ekong. Voilà vraiment, donc ce fut foudroyant et vous comprenez que je m'apprêtais à célébrer une journée de naissance et que je suis obligé de célébrer une journée de mort, encore que la mort soit une nouvelle naissance, une renaissance.
Je me suis posé un certain nombre de questions. Sans doute que certains auditeurs, ceux qui connaissent bien Edem Kodjo, ont des réponses, mais peut-être qu'il y en a aussi qui n'ont pas forcément les réponses à ces questions que je me suis posées dans l'introduction à cette émission. Je me suis dit s'il est né un lundi, puisqu'on sait très bien que quand on évoque lundi chez nous au sud du pays, ça rappelle le début de la semaine. Est-ce qu'il est né un lundi? Est-ce que c'est un Kodjo? Ce Kodjo-là, c'est quoi? Oui, mais attention, il s'appelle, bon, il y a Kodjo patronyme et Kodjo prénom. Parce que c'est Kodjovi, Edem Edouard Kodjo. Donc, il y a deux Kodjo dans son identité. C'est ce que les gens ne savent pas. Oui, parce que vous savez que, bon, ça va de soi. Chez nous, les prénoms de naissance ne sont jamais arbitraires. Bien sûr. On ne, en tout cas, dans la tradition à Djakado, sur Togo, on ne nommera jamais quelqu'un qui est né un dimanche, un Kodjo. Voilà, ça c'est très important. Ce n'est pas un Kodjo importé, ce n'est pas quelqu'un qui provient d'un autre espace culturel où il n'y avait pas de Kodjo à qui on a attribué le nom, mais ça va de soi. Comme vous verrez que il y a même eu, il y a de succession de garçons dans sa lignée. Il y a même Anani qui est justement le quatrième garçon. Donc on ne doit pas se poser cette question en fait. Il est le premier garçon? Non. Mais il y a eu d'autres, il y a l'aîné, il y a eu d'autres. Et puis, mais le dernier des garçons, il avait travaillé à la BTCI. Et d'ailleurs, son décès l'avait même beaucoup affecté. C'est Anani qui était qui nous a beaucoup affecté. Affecté ça, vraiment. Lui-même, il a été affecté par la mort d'Anani, qui est le quatrième après Messan. Et c'est ça au niveau de la lignée. Il faut bien clarifier qu'il a son nom de famille Kodjo et son prénom Kodjo. Voilà. Non, mais en fait, finalement, c'est Kodjo Kodjovi. Oui, bien sûr. Il y a cette autre question que je me suis posée dans l'introduction. C'est vrai que certains auditeurs aussi ont la réponse à cette question aussi. C'est concernant l'autre Premier ministre. Parce que quand on évoque les Premiers ministres au Togo, il y a Kodjo Edem, il y a Kodjo Agbeo, mais est-ce qu'ils ont des liens de parenté? Pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont aucun lien. Et en plus, en matière d'âge, vous savez que Agbéomé Kodjo est très jeune comparé à Edem Kodjo. Et Agbéomé est originaire de la préfecture de Yoto, de Tapli exactement, pendant que notre grand frère Edem Kodjo, lui, il est de Kélé. Donc, par conséquent, ils ne sont même pas de la même région. Ils ne sont pas de la même famille. Je rappelle que vous, personnellement, vous êtes de la préfecture de Yoto. Sans doute que vous êtes partagé entre deux premiers ministres, puisque Agbéomé Kodjo, c'est votre frère de préfecture, et puis Edem Kodjo, c'est votre camarade de combat politique. Et Edem Kodjo, pour vous particulièrement, qui est-il? Est-ce qu'on peut parler d'Edem Kodjo en Essayez. quelques minutes? Essayez. Ça, c'est tout de suite. Vous me posez une question, il faudra me donner une journée entière. Et encore. Et encore. Bon, mais ce que je peux dire ici, c'est que Edem Kodjo a fait ses études supérieures à Rennes. Bon, et il était de la FEANF, de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. J'étais aussi de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et j'étais président de la région Rhône-Alpes, président à Lyon. Donc, déjà à ce moment-là, on avait une idée sur l'Afrique et on savait que nous devrions nous battre pour que l'Afrique devienne vraiment indépendante. Et Edem Kodjo, juste un peu après le départ de Gruniski, est rentré au Togo et il était à l'office de la radiodiffusion de la France. Et quand il était administrateur, on lui a demandé de rentrer. Et quand il est rentré, eh bien, il a été fait secrétaire général du ministère des Finances. Le hasard voulant que nous travaillions ensemble, qu'on soit ensemble, moi je suis rentré, disons, presque un an après,
Et moi, j'ai travaillé comme un cadre financier de l'Office des produits agricoles du Togo. Le patron d'Edem Kodjo, son patron, c'était Diobo Boukari, ministre des Finances. Et moi, mon patron, c'était encore Diobo Boukari comme directeur général de l'Office des produits agricoles du Togo. Donc, par conséquent, on était souvent ensemble. On réfléchissait souvent ensemble. Bon, comment j'ai vu la personne? Au début, je crois que j'ai été peut-être pas troublé, mais orienté plus par le ministre Diobo Boukari qui voyait en Kodjo un grand technocrate, pas un homme politique, un grand technocrate, parce que très rapidement, Edem Kodjo est devenu gouverneur du Fonds monétaire international, gouverneur de la BAD, et on verra plus tard que le président Yadema a vu en lui pratiquement son homme qui peut servir à de grandes choses. Et Diobo Boukari, lui, ne voyait pas les choses de cette façon-là. Bon, donc, Mais vous, personnellement, à cette époque, quel était votre regard sur ce personnage? Politique ou technocrate? Honnêtement, je le voyais plus technocrate. Puisque, à un moment donné, on a pensé qu'il pouvait devenir le directeur général ou le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'il n'a pas voulu du tout. Parce que lui-même, il se voyait homme politique. Et quand vous voyez sa vie, la partie technocratique a toujours dominé, même pendant la politique. Nous parlerons de son passage dans le monde politique dans un instant. La même question, professeur Guy Missodé. On vous a écouté cette semaine, vous aviez prononcé cette phrase, je vais essayer de la résumer ainsi. Vous aviez dit que Edem Kodjo, il est de la race des seigneurs, si j'ai bien retenu ce que vous aviez dit. Oui, bon, c'est une formule que j'ai empruntée à Célestin Munga, qui est aujourd'hui d'ailleurs professeur à Harvard aux États-Unis, qui le décrivait ainsi. En fait, c'est vrai, moi, peut-être que je peux dire que je l'ai d'abord connu par procuration, puisque c'était le condisciple de mon père, au Collège Saint-Joseph. Ensuite, ils sont restés de grands amis. Et enfin, ils se sont retrouvés en politique. Et chaque fois, quand nous sommes ensemble, mon père, lui et moi, ils se rappellent toujours les gloires du Collège Saint-Joseph. Mais pour en revenir à la question de façon précise, et je le définirai, et d'ailleurs définir Edem Kodjo, c'est l'appauvrir. Je le définirai d'abord comme un enfant du terroir, parce que comme je le dis, on ne le perçoit pas toujours comme un enfant de Lomé. Parce qu'il était d'abord enfant de Lomé, d'Assiganto ou d'Assivito. Il est né là-bas, il a connu son enfance là-bas. Dieu n'est pas né là-bas, mais il a connu, voilà, il a connu son enfance là-bas. Voilà, mais il a connu son enfance là. Et il a gardé d'ailleurs de bonnes relations avec toutes les grandes familles. La Civito, les Lawson, les De Souza, les Amorin et autres là étaient ses pères, si on pouvait le dire. Et après son passage au Collège Saint-Joseph. Et enfin, je le définis également comme justement un panafricaniste. Et vous verrez que dans l'élément que vous avez à passer, il est des rares à parler du panafricanisme justement en termes de vision et non en termes de militantisme tel que nous le considérons aujourd'hui. Tout le monde se dit panafricanisme, et rares sont incapables de nous définir d'abord le concept et la vision qu'on lui donne. Et enfin, je le définis justement comme un humaniste. Un humaniste justement peut-être à trois termes du terme. Parce qu'un humaniste au sens classique, puisqu'il est de par sa formation, ayant appris le grec et le latin, que nous appelons les humanités, donc humaniste, mais humaniste au sens moderne du XVIe siècle, celui qui met l'homme au centre de ses préoccupations. Vous voyez que dans toutes ses actions, c'est d'abord l'homme, l'humain, l'Africain, et un humaniste en tant qu'intellectuel. Et là, c'est très important, parce que sa vision, même sa vision de l'Afrique, s'inscrit nécessairement dans une perspective justement mondiale. Ce n'est pas une Afrique sectaire,
ce n'est pas une Afrique justement et qui se confine sur elle-même, mais c'est une Afrique qui s'ouvre. Et cela est très important. Voilà quelques aspects. Et je rejoins d'ailleurs le doyen qui disait que même en une journée, on ne peut pas le définir parce que c'est un homme à multifacettes. Je le dis souvent que il a une nature protéiforme puisque le technocrate et puis l'homme politique se déclinent. Même à un moment donné, je lui ai une fois posé la question, et c'était je crois en 2002 ou 2003, au cours justement d'un partage amical, mais tous les aspects, tous les sujets que vous abordiez, mais il vous calait, comme on dit. Et à un moment donné, je dis, mais que diable es-tu parti chercher en politique? Et il me le répète tous les jours, il me répond, mais Guy, ne pense pas que la politique c'est pour les médiocres. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup plus pour les Togolais connus en politique au départ au RPT et puis on a connu la traversée du désert, du moins la rupture avec Lomé et puis son retour autour des années 90, son passage à la primature une première fois, une deuxième fois. Au début des années 70 ou un peu avant, c'était le RPT. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'il s'était trompé au début de son engagement en politique? Non, pas du tout. Pas du tout. Le véritable problème, et c'est cela que les Togolais doivent comprendre quand ils parlent de Dame Kodjo, c'est que le chef de l'État de l'époque, donc le président Yassine Beyadema, quand il a pris le pouvoir, il a fait connaître à tout le monde qu'il venait juste mettre de l'ordre pendant à peu près 6 mois, 1 an. Et même pas 1 an, 6 mois, il avait dit, maximum. Et que même dans des discussions, il disait 3 mois. On lui a dit, c'est impossible. Donc, c'est quelqu'un qui est venu pour un temps très court. Là, vous parlez d'Yadema. Je parle d'Yadema. Il est venu pour un temps très court. Donc, les intellectuels de l'époque, tous s'agglutinaient autour de lui, pensant que sa période devait être très courte. Ils avaient la possibilité, eux, de se faire connaître et dès qu'il partira, eh bien, il sera en position peut-être de devenir ou président de la République ou bien être très connu pour jouer un rôle important dans le pays. Voilà la situation. Et dans ce cadre-là, le président Eyadema a commencé à observer tous les jeunes qui avaient autour de lui et il trouvait déjà dans ce jeune homme, Kodjo Eyadema, une personne... Kodjo Edem. Kodjo, une personne extrêmement brillante qui peut servir à plusieurs autres causes. Même dans la confection de la Constitution, qui n'est jamais d'ailleurs sortie, que le président Eyadema a mis ensuite dans son tiroir, et même qu'on a commencé déjà à jouer un rôle que le président Eyadema appréciait. Lui, il voyait une affaire très courte et il faudra jouer son rôle, mais ce n'était pas le cas. Le président Eyadema... Donc il avait été trompé. Il ne voyait pas les non, mais il avait été visiblement trompé. Bon, il a vu des choses telles qu'on lui a dit. Ce n'est pas qu'on l'a trompé, c'est qu'il l'a cru. Il a vu la réalité du pouvoir. Mais la réalité était autre chose. Est-ce qu'il y avait d'autres options, puisque durant ces années-là, un peu partout en Afrique quand même, c'était le temps des partis uniques. Tout à fait. Oui, bon, voyez, moi je voulais reposer le problème. En fait, surtout par rapport à la notion du parti unique et de Kodjo, en renchérissant ce que le doyen vient de dire, c'est que nous sommes dans un système, malheureusement, quel que soit le niveau, de tradition orale. C'est-à-dire que les informations se transmettent de bouche à oreille. Du coup, mais il y a tellement de vérité, de contre-vérité, que, et c'est pourquoi nous exigeons que les témoins écrits, parce que justement, quand je lis, et je ne sais pas pour rien que je suis venu ici avec l'Afrique d'abord, de Gervais Kofi Djondo, qui fut un acteur, parce que là, il a écrit. Et en parlant de ce parti uni, il écrivait: notre projet visait à susciter
un véritable processus de réconciliation nationale. Pour ce faire, ce n'était pas, pensions-nous, d'un parti de type classique ou traditionnel que le pays avait besoin. Il nous fallait au contraire susciter un vaste mouvement de rassemblement. Et là, ça c'est très important. Vous voyez? Donc, c'est vrai que, comme il a dit, c'est chemin faisant que justement les choses se sont opérées ailleurs. Et il n'était pas seul. Et il y a justement les 10 qui sont cités ici. Donc, mais finalement, il est chapeauté de tout pour la raison qu'il fut le premier secrétaire général. D'ailleurs, un poste qu'il a occupé de façon vraiment très courte, parce qu'on s'est rendu compte que le secrétaire général, finalement, c'est lui qui est l'émanation du parti. C'est pourquoi, non, on dit qu'on avait supprimé le poste et en temps on a créé le poste de secrétaire administratif qui sera occupé par Claude Kounalé et puis autre chose. Donc, vous voyez que je crois que chaque fois, il faut contextualiser le problème. Est-ce que Demkodjo a créé un parti unique ou alors au début il y avait l'idée d'un rassemblement qui se faisait, qui avait un objectif et finalement, parce que si nous lisons même la suite, et là je cite toujours Diondo, il écrit, et là ça j'ai été vraiment épaté par sa dernière phrase, et il écrit ici, je pense, et c'est Diondo qui écrit, je pense que la rencontre d'Eyadema avec le président Mobutu allait lui être fatale. Fatale à qui? Non, justement, au Togo. Par le fait que ce parti, ce mouvement va prendre des allures qui n'étaient pas justement. Donc le Togo avait été visiblement influencé par le Zaïre de Non, l'époque. oui, en tout cas, c'est même pas... avant d'arriver là, c'est lui qui écrit. avant d'arriver là, le jeune Edem Kodjo écrivait vite et bien. Voilà. Donc, le livre vert, que très peu de personnes Voilà, ont lu, mais qui en parle, mais ils en parlent, voilà. est un chef-d'œuvre. Quand on lit les papiers, quand on lit le règlement ou les statuts de grand rassemblement qu'ils voulaient créer, ben c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, voilà. Mais seulement, très peu de Togolais ont lu cela, mais le président de la République était tout à fait, à l'époque, le président de la République était tout à fait content d'avoir ce type d'écrit. Mais c'était un homme politique. Vous savez, moi j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre ce qu'est la politique. C'est le cas aussi du président Edem Kodjo. Parce que être humaniste, vouloir le bien de la nation, toujours, chercher toujours à ne pas utiliser certaines armes que aujourd'hui je continue à combattre, genre le tribalisme, vous utilisez ce genre de choses, et vouloir faire de la politique, eh bien, vous ne réussissez pas. C'est contradictoire. Moi, je vais vous poser cette question, puisque vous avez mis du temps pour comprendre finalement ce que c'est que la politique. C'est quoi la politique? Eh bien, moi, normalement, une question posée comme cela, on vous dira simplement que c'est la gestion publique, la gestion de l'État, la gestion de la chose publique, etc. Mais en réalité, l'homme politique, vous savez, il vient au pouvoir. Avant d'arriver au pouvoir, toute sa lutte, c'est comment arriver au pouvoir. Quel instrument utiliser? Quel argument utiliser? Et s'il arrive au pouvoir, comment rester au pouvoir? Parce que nous parlons ensuite de l'intérêt de l'État, de l'intérêt de la population, tout cela. Ça, c'est pour parler. L'homme politique, ce qui l'intéresse, c'est comment il fait pour avoir le pouvoir et le garder. Le président Kodjo n'a jamais compris cela. Et moi aussi, je l'ai compris très tard. Il y a beaucoup qui disent que c'est lui, quand on évoque le EPT, que c'est lui, que c'est de son laboratoire qu'est sortie cette idée du rassemblement des peuples togolais. Que répondez-vous à ceux qui pensent là? Nous venons de répondre. La réponse est La réponse est dans le traité. Moi, je dis, d'ailleurs, le doyen, c'est comme si il a lu. Je dis, mais on parle du livre vert. Mais le drame chez nous,
Mais tout le monde en parle. Mais combien l'ont lu? Mais on ne peut pas débattre de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est paradoxal, hein? Peut-être que c'est parce que je suis littéraire. Mais quand je dis quelque chose sur un livre, mais je cite, je donne les références. Le livre a dit ceci, et voilà ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est la faute à ceux qui pensent ou à ceux qui condamnent en partie? Non, je parle justement à ceux qui, justement, assez fondés de pouvoir, non, ça c'est vrai, qui jugent toujours à partir des préjugés. Je suppose que non. La réalité même est encore plus compliquée que ça, ou beaucoup plus simple. Vous savez, au Togo, en politique, au Togo, tout est réduit à sa plus simple expression. Qu'est-ce que je veux dire? Ou bien vous êtes contre le pouvoir et vous êtes pour l'opposition. Et si on doit donner des noms, ou vous êtes pour les Eyadema, ou les Nyasingbe, ou vous êtes pour les Olympios. Quand on réduit la politique à ce niveau-là, il n'y a plus de place pour ceux qui veulent dire attention, nous voulons l'unité nationale, nous voulons que le pays soit dirigé d'une certaine façon pour qu'il y ait la justice sociale. Non, pas du tout, il n'y a pas de place. La place, c'est pour celui qui est avec vous. Et en allant, nous avons encore compris que finalement, vers les années, disons, 95 à 2000, le vote au Togo est devenu très tribaliste. Je vote pour quelqu'un qui est de mon village, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Même si je n'ai même jamais lu ces idées. Hein. Même je n'ai pas lu ces idées. Donc à partir de ce moment, des gens de niveau comme le niveau de Dame Kodo, qui sont... Quelqu'un disait que c'est comme un albatros. Oui, ça Figo l'a dit. Quand il se pose sur la terre, sur le Togo, il n'y a pas assez de place pour ces ailes. Moi, je reviens au début là, des années 70. Yadema était venu pour quelque temps et les intellectuels s'étaient agglutinés autour de lui. Mais finalement, à quel moment ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils étaient menés en bateau? Vous savez, c'est... Si vous entendez le président Yadema même parler, que vous allez comprendre la situation difficile dans laquelle étaient les nôtres, nos grands frères. Tous rôdaient autour de lui avec l'espoir que de toutes les façons, il allait bientôt partir. Et qui va être son préféré, qui il va soutenir avant de partir. Et tous passaient beaucoup de temps au camp militaire. Et est-ce qu'on peut avoir quelqu'un? Un jour, le président de la République a dit ce qui est terrible pour l'intellectuel togolais. Je parle du président de la République, Nassim Yadema. Ce qui est terrible pour l'intellectuel togolais, c'est qu'il ne peut pas venir chez vous pendant 5 minutes et ne pas mal parler de son ami ou de son frère. De l'autre, voilà. D'un autre. Et c'était ça. Tous rôdaient autour de lui et parlaient mal. Et je ne pense pas que cela ait changé. Hein? Ah bon? Oui, il y avait des Mkodio, mais est-ce qu'on peut avoir une idée des autres? Non, je me suis interdit de parler. Non. Mais c'était agglutiné, vous l'avez dit. En fait, c'est clair qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'histoire. On évoque la mémoire de Demkodjo, mais à un moment donné, Demkodjo n'était pas seul. C'est pourquoi je pose cette question. Ceux qui étaient là... Ceux qui étaient là, et une partie de ceux qui étaient là se trouve dans le livre de Yondo, dont on vient de parler. Ils sont 10. Ils sont 10, il les a cités. Mais, au-delà de ces 10, il y avait d'autres aussi qui étaient des intellectuels. Mais vous savez, ce qui est terrible au Togo, il suffit que l'on donne des noms en disant des gens qui ont posé des actes, surtout si l'acte est critiquable, pour que vous fassiez beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires, dans des familles que vous ne pouvez pas imaginer. Des gens qui sont peut-être, que vous ne savez pas, proches de la personne, deviennent vos adversaires, vos amis. Bon, donc par conséquent, ou vos ennemis. Donc par conséquent, moi je me suis interdit
maintenant là de donner des noms. Mais je vais écrire. Et je suis en train d'écrire. Comme vient de le demander M. Missolé, notre ami Missolé, un grand ami. D'autres personnes aussi me l'ont demandé. Pierrot, il y a 2 ans, toi-même aussi, tu l'as demandé. Donc il faut qu'on écrive. Il faut laisser des traces. Il a dit quelque chose qui est important aussi sur la scène politique au Togo. Il a donné 2 noms, les Nyasimbe et les Olympio, et puis il n'y a pas de place pour les autres. Est-ce que quelque part cela a pu jouer contre la candidature d'Eden Kodjo à la présidentielle de 1993? Bon, la candidature de 1993, ça, bon, tout le monde connaît ce scénario. C'était quoi le scénario? Non, le scénario, je dis, c'est que d'abord, c'est un long processus qui vient justement des accords de Cotonou, en tout cas, du niveau de Cotonou par le Code 2, où justement Eden Kodjo était retenu par le Code 2 pour être le candidat de l'opposition, en fait. Mais il y avait également déjà une dissension dans l'opposition. Il y avait le cas du CAR et puis de l'UFC qui ne se retrouvaient pas dans le Code 2 et dans ce choix. Mais pas que c'était le président à l'époque, j'avais plaidé, c'était Tapeton Minelli. Donc après, il y a eu les accords de Ouaga qui ont justement permis l'organisation des élections. Mais les tests juridiques justement ne permettaient pas la participation ou bien la candidature de J.Chris Olympio. En réalité, pour essayer de remettre la chose, puisque j'étais à Cotonou moi-même, l'UFC n'était peut-être même pas né. Oui, c'était l'union des forces, c'était un rassemblement, un regroupement de certains. Les radicaux. Voilà. C'était un certain nombre qui plus tard vont se constituer justement en parti politique. Bon, il faut dire que à Cotonou, le CAR avait dit clairement qu'il n'était pas d'accord pour la candidature d'Eden Kodjo. Bon. Mais ce qui s'est passé en 1993, réellement, on ne peut pas en parler simplement. Il y a quelque chose que l'histoire vous dira, parce que en réalité, nous ne sommes pas honnêtes les uns avec les autres. Nous étions à Atapare. Pleine campagne. En pleine campagne. Certains utilisaient l'hélicoptère et d'autres la voiture. Moi, j'avais une voiture solide à l'époque, donc et je prenais des camarades et on laissait les autres dans l'hélicoptère. Bien. À Atapami, au stade, on n'a pas pu faire notre meeting. D'abord, il faisait très chaud. Le terrain était tellement bondé de monde. Il n'y avait pas de place pour mettre des pieds et vous ne pouvez pas parler. Les gens nous disaient on n'a pas besoin d'un meeting. Nous, on est prêts pour voter pour le changement. Donc, allez-y. Allez retourner. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre, etc. Moi, je suis parti en voiture. D'autres sont partis en hélicoptère. Mais jusqu'au moment où je vous parle ici, je ne sais pas comment, par quel argument solide, nos camarades, et je ne les connais pas tous, se sont réunis pour dire que si le président Eyadema n'accepte pas de donner une semaine supplémentaire ou 5 jours, je ne sais pas, au président de la Commission électorale nationale, nous n'irons pas à l'élection présidentielle. Jusqu'aujourd'hui, quand j'ai appris ça, je suis bondi chez le président Eden Kodjo, le TDR. Je dis, mais c'est quoi cette bêtise? Et ceci, je le dis parce que c'est un des grands désaccords que j'ai eu avec lui. Je dis, on ne peut pas, il faut retirer cette lettre. Il m'a répondu ceci, et c'est là où je sais que des grands hommes peuvent faire des erreurs d'analyse. Il dit là, regarde le Togo, regarde le nombre d'observateurs qu'il y a au Togo, regarde le nombre de militaires qui sont venus pour superviser les bureaux de vote. Et Eyadema n'aura jamais le courage d'aller tout seul à l'élection présidentielle. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, il s'était mon trompé. ami, tu t'es
tu te trompes complètement. Parce que, en politique, si même le président Eyadema avait envie de donner 15 jours supplémentaires et qui sait que vous conditionnez votre passage, votre participation à ce délai, il ne le donnera pas pour que vous n'y allez pas. Il me dit non, il n'aura pas le courage puisqu'il y a trop de monde. Et ce qui s'est passé, c'est bien ce que j'ai dit à l'époque. Il s'était trompé. Ok. Par la suite, il y a, puisque vous aviez dit que pour parler d'Edem Kodjo, ce n'est pas 1h30 d'émission, il faudrait carrément une journée. Mais par la suite, il y a eu un autre fait important sur le parcours. C'est l'histoire de 94, après 93. C'est cette histoire de 94 qui est restée. Et la petite phrase où ce bout parti charnière est revenu chaque fois dans les débats. Vous, par exemple, on mêle justement ouais, moi, je dis que on en fait, hein, on en fait tout. Hein. Moi, je dis que bon, il suffit de voir, c'est ce que j'ai eu à dire à l'époque. Vous voyez la politique israélienne, ce sont les petits partis qui font, ce sont les faiseurs de rois. Ouais. Pourquoi tu vas il y a de l'inculture politique. Ici au Bénin. Ce sont des petits partis qui font de parti charnière, ce n'est pas un concept péjoratif. Je n'ai pas compris. Mais c'est pourquoi je pose la question. Ce que je vais encore le répéter. Je ne comprends pas. On a beau m'insulter, je continue à poser la question. Qu'est-ce que c'est qu'une charnière? Voilà, oui. Moi, dans mon village, quand les gens disent Edem Kodjo a dit parti charnière, ils sont contre que. Ah bon? Je dis d'accord, mais qu'est-ce que c'est que charnière? Et personne ne vous répond. Voilà, mais expliquez, puisque nous avons cette occasion. Expliquez aux autres. Non, mais c'est ceux qui contestent le concept, c'est à eux qu'il faut poser la question. Parce que moi, je leur demande, mais qu'est-ce que vous reprochez à l'expression parti charnière? Ça veut dire que bon, moi, je Kodjo est un intellectuel. Et tel que je le connais, il dit, et il communique très peu, il ne communique pas beaucoup. Il dit beaucoup de choses en très peu de temps. Le parti charnière dont il parlait, il dit, regardez, nous revenons des élections. Voilà. Des élections. Je n'ai plus les chiffres en tête, pardonnez-moi. Et je crois que le RPT avait 35. Oui, bien sûr. Le CAR 33. Voilà. Et Edem Kodjo 7, voilà. 17, etc. Donc, le RPT est arrivé en tête de 2 voix, le CAR le suivait, et puis Edem Kodjo arrivait très loin derrière. Bien. Ce qui s'est passé, et que peut-être je vais écrire un jour, parce que non, on le veut. On parle là de notre ami Djondo, et une affaire que Djondo connaît parfaitement, mais il n'a pas abordé, voilà, dans les détails. C'est qu'il y a eu une véritable bataille entre qui va être le Premier ministre. Mais ce que je vais vous dire, nous sommes passés trop rapidement dessus. Parce que Edem Kodjo a été aussi membre du Haut Conseil de la République. Bien sûr. Moi, j'ai été le vice-président. Et à l'époque, Monseigneur Kodjo disait toujours que lui, il est au nom de l'Église, il ne connaît pas bien nos affaires. Donc, Francis, il faut que tu te débrouilles toujours pour... Vous étiez le véritable patron. Vous étiez le véritable patron. L'homme politique, quand même. J'étais l'homme politique. Et lorsqu'on faisait le test, ce test-là, qui a amené le problème du parti charnière, lorsqu'on faisait ce test, Pierrot, cela m'a pris 4 ou 5 jours. On a beaucoup discuté. J'ai compris plus tard, seulement très tard, ce que les gens cachaient sur le test. Parce qu'en réalité, ce qu'on voulait, c'est que ce soit clair que c'est celui qui arrive en tête. Mais s'il ne fait pas la majorité seul, bon, les gens peuvent se regrouper avec lui. Et dans le regroupement,
c'est celui qui arrive en tête du regroupement qu'on doit nommer Premier ministre. Il y a eu un groupe, en particulier parmi les radicaux, qui ont totalement refusé cela. Totalement. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Ils voulaient que l'on dise simplement que le Premier ministre sera choisi dans la majorité parlementaire, dans le parti qui sera un parti... Mais est-ce que vous savez quand même, en résumé, est-ce que vous savez quand même que les Togolais ne lui ont pas pardonné cela? Tout à fait. C'est pourquoi je reviens là-dessus. Ce test, si le test était fait autrement, comme nous l'avions pensé au début, Agbouiba serait nommé Premier ministre. Mais la Constitution est claire là-dessus. La Constitution que le président avait choisi dans la majorité. Et à partir de ce moment, avant que vous ne partiez, je vous vois, il faudrait rajouter ceci, que le président Eyadema est devenu un homme très politique. Et qu'il a très vite compris que s'il nommait Agbouiba, toute l'opposition se regrouperait autour et ça sera sa fin. Et s'il nomme Edem Kojo, eh bien, il a la division. Il aura divisé. Oui, et c'est un stratège. C'est un stratège, oui. Il a exploité. Hein. Mais Edem Kojo, est-ce qu'il n'a pas prêté le franc carrément? Bon, ça, c'est la chose que nous devons clarifier. Parce que ce qui s'est passé, Edem Kojo et Agbouiba avaient signé un engagement. Les gens en parlent trop peu. Et dans cet engagement, il était dit que Agbouiba devra être le Premier ministre et Edem Kojo le président de l'Assemblée. Bon, maintenant, pour certaines raisons que notre grand frère Dondo connaît bien, que vous connaissez aussi, que moi je ne connais pas. Bon. Et Edem Kojo a cru que finalement des gens ont pensé qu'avec 7 députés, il ne valait plus rien et que le cas et le RPT pouvaient s'entendre et gouverner le pays puisque c'est presque à force égale. Ça, on n'en parle pas au Togo. Et cette histoire, quand ça a commencé comme ça, il a suffi que le président Eyadema appelle Kojo pour lui dire, bon écoutez, moi j'ai discuté de tel et tel problème avec Agbouiba. Bon, nous sommes arrivés à cette conclusion, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que si on veut vraiment de la compétence pour diriger ce pays, c'est toi qui fais l'affaire. C'est toi qui fais l'affaire. Bien, merci. C'est votre réponse. D'habitude, 45 minutes après le début de l'émission, nous permettons aux auditeurs d'intervenir, mais exceptionnellement, nous allons commencer par avoir les réactions des auditeurs après 60 minutes d'émission. Il nous reste donc encore 11 minutes. Et nous allons écouter un premier témoignage. Et ce témoignage nous vient de l'ancien ministre Charles Kondi Agba. Charles Kondi Agba, il a été ministre sous Edem Kojo. Edem Kojo, premier ministre 2, avec Fonya Singbe, c'était après les événements de 2005. Écoutons Charles Kondi Agba. C'est en 69 que nous avons, en tout cas moi, entendu parler pour la première fois d'Edem Kojo. Il a une carrière avant cela, bien sûr, mais quand je dis 69, c'est l'année de la création du RPT. Et je me rappelle que c'est lui que le général Eyadema avait nommé secrétaire général de ce parti-là. Ça commence là. Après, bien sûr, tout en étant étudiant là-bas, je l'ai suivi dans sa carrière politique au sein du parti. Hein. Il a été ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères. Dans cette position, d'ailleurs, Eyadema a pu le soutenir pour qu'il devienne secrétaire général de l'ancienne OUA. Donc tout ça, c'est connu. Mais pour dire que je le connais de façon vraiment plus proche, c'est plus récent. C'est plus récent. En 2005, le président Fonya Singbe devient chef de l'État et le tout premier gouvernement qu'il fait, c'est avec Edem Kojo. Et moi, j'étais dans ce gouvernement-là. C'est ce que je peux dire en ce qui concerne mes rapports directs et étroits avec le premier ministre Edem Kojo. Mais l'estime réciproque a toujours existé. J'ai parlé tout à l'heure de son expérience, de son cheminement avec le président Eyadema. À un moment donné, il y a une brouille.
tout le monde le sait. Et Kodjo est entré dans ce qu'on peut appeler l'opposition, jusqu'aux conférences nationales, etc. Et de mon avis personnel, je crois que dire de Kodjo qu'il a été un opposant, c'est trop réduire la grande personnalité qu'il a été. Et Kodjo n'est pas un opposant comme des petits qu'on connaît là, non. Moi, je ne le classe pas dans l'opposition. C'est-à-dire que c'était une personnalité affirmée, ça on peut le dire. Mais je me rappelle très bien, et moi j'ai été particulièrement séduit de cela, lorsque vers la fin, le président Yadema allait vers sa fin, et nous étions suspendus de l'aide internationale. Et à un moment donné, l'idée est venue d'aller négocier avec l'Union européenne pour reprendre la coopération. Le Premier ministre d'alors était vétérinaire comme moi, le Premier ministre Sama. Eh bien, je reste encore séduit par le fait que Edem Kodjo et Zarif Aïva d'ailleurs ont accepté d'accompagner le gouvernement officiel à ces négociations-là. Ce n'est pas n'importe quel opposant qui peut faire ça. Il avait une certaine idée de ce Togo-là. C'était un patriote, il a fait beaucoup. Moi, c'est pas rien, hein? Il a été Premier ministre du général Yadema, il a été Premier ministre de Faure Gnassingbé. C'est pas une petite affaire, ça, voyez-vous. Kodjo, c'est un grand monsieur, et il est élégant, il est écrivain, il a tellement de facettes, c'est un homme de culture. Je me rappelle quand il a fait cette exposition des œuvres d'art qu'il a acquises depuis l'Éthiopie, et il a magnifié le travail de Paul Ayi. Paul Ayi est un grand artiste, et Edem Kodjo a de grandes œuvres de Paul Ayi qu'il a exposées. Nous avons eu du plaisir à aller regarder, n'est-ce pas, cette exposition-là. Donc, Edem Kodjo, c'est plusieurs facettes. C'est plusieurs facettes. Moi, je me rappelle encore dans la conférence nationale, Edem Kodjo était un opposant, est-ce que je peux dire modéré? Non. Je dis encore une fois, c'était un patriote. Il avait une haute idée du Togo. Bon, c'est pas moi qui le dis. C'est un autre qui le connaît certainement mieux que moi. Le président de l'Assemblée nationale, Nachaba, dit si Edem Kodjo n'a pas pu être président dans ce pays qu'est le Togo, c'est à cause de ses collègues de l'opposition. Ce sont ces collègues de l'opposition qui lui ont mis des bâtons dans les roues, qui ne tiraient pas du tout à ce qu'il atteigne cette première place-là. Ça, c'est Nachaba qui le dit. Moi, je crois que c'est une autre réflexion pour ce que Kodjo a été dans ce pays. Témoignage de l'ancien ministre Charles Kondi Agba à propos de Edem Kodjo, ancien Premier ministre. Vous venez de l'écouter, Charles Kondi Agba. Quelle est votre réaction? Bon, je pense que il n'a pas connu Edem Kodjo très tôt, dit-il, mais le peu qu'il a pu voir, c'est vraiment Edem Kodjo. Je vous assure, et je le répète encore une fois, un homme politique, que maintenant, je dis maintenant, ce que je sais de l'homme politique, c'est qu'il doit être en permanence en train de chercher son intérêt. Et ce n'est jamais le cas d'Edem Kodjo. C'est toujours l'intérêt du pays, l'intérêt du citoyen. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ce pays évolue? Et nous sommes un certain nombre. Mais les Togolais ne l'ont jamais ressenti de cette façon-là. Mais en réalité, c'était cela. En réalité, c'était cela. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand on parle du Code 2, on parle de nos rassemblements. Vous voyez, vous verrez que dans nos rassemblements, les difficultés qu'il y avait dans l'opposition, c'est toujours quand on nous demande certaines choses et qu'on est divisé sur ces choses. Ceux qui en général, pas les... Je prends un exemple. Pendant la transition, on a fait une grève de 9 mois. Moi, à l'époque, j'étais pour la grève, mais à condition qu'elle dure une dizaine de jours. À partir du moment où la grève devenait vraiment, je dirais, extrêmement mortelle pour l'économie du pays, j'étais contre. Edem Kodjo aussi était contre. Et quand on se retrouve, les gens disent oui, on fera la grève jusqu'à ce que le pays doit tomber, il tombera. Mais nous ferons toujours la grève. Ça, c'est un langage
que Kodjo ne peut jamais tenir. Mais il y a des gens qui tenaient ce type de langage. Bien, sur la même question, vous avez écouté Charles Kondiaba, une réaction? Oui, ma réaction, c'est vrai, oui, c'est qu'il me fait revoir Eden Kodjo autrement, pas autrement, mais il me l'explique par rapport à la vision que j'ai de lui. Et il a dit, c'est-à-dire que c'est André Covidien qui disait, le père son entraîneur, que celui-là, mais il a une haute idée de l'État. Et c'est très important. C'est-à-dire que sa position n'est jamais une position partisane par rapport, moi, à mes intérêts d'Eden Kodjo. Mais c'est toujours par rapport à l'État. Et là, moi, je voulais en venir à des aspects. On a toujours parlé justement du tribalisme, du népotisme sous les tropiques. Mais vous verrez que même Eden Kodjo, Premier ministre, ne nommera jamais un cousin ou alors quelqu'un parce qu'il est son cousin. C'est la compétence avant tout. Si vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas le pôle. Quelles que soient les relations que vous avez avec... Moi, j'ai même connu des cas où des proches d'Eden Kodjo aient obtenu le bac et désiraient, voulaient avoir une bourse. Il a dit, mais quelle est votre moyenne? Est-ce que justement, votre moyenne va vous permettre d'obtenir une bourse étrangère? Mais il dit, non, je ne peux pas. Mais je serai couvert de ridicule par rapport à mes partenaires qui connaissent justement le grand cas que j'accorde à la compétence. Vous voyez? C'est-à-dire que quelles que soient les situations dans lesquelles c'est là où je reviens à la notion justement, s'il ne s'agit pas d'intérêt particulier, mais il y avait dans ce sens, parce que n'oubliez pas, quand on parle de André Covidien, ce n'est pas quelqu'un qui est tendre, justement vis-à-vis de la classe politique togolaise. Mais il a à le dire, c'est une reconnaissance, c'est ce que confirme d'ailleurs notre grand frère Charles Kondiaba, qui a procédé à une analyse de sa personne. Voilà. Ce personnage que vous magnifiez là, ce personnage, pour un certain nombre de Togolais, il est incompris, c'est ce que les gens disent. Bon, mais moi, par rapport à ce thème, il y a un collaborateur d'Eden Kodjo qui réagissait, dit que non. Eden Kodjo, il est compris par ceux qui voudraient le connaître. Il est compris par ceux qui voudraient. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Oui, mais non, mais est-ce que quelque part. Mais en politique, vous savez qu'en politique, si vous n'êtes compris que par une minorité, ça fait problème. Non, bon, voilà, non. Ça ne fait pas nécessairement un problème. Parce que là, nous sommes. Mais lui, par exemple. Nous sommes en situation de communication. C'est-à-dire que mais si mon interlocuteur ne veut pas me comprendre bien, attends ce que je lui serve un discours. Mais de mauvaise foi, si moi je refuse d'être dans la mauvaise foi. Mais là, ça, à un moment donné, mais on ne peut pas, moi, me faire ce reproche. Et cela est très important. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a pu capitaliser son discours? Bon, bien sûr, peut-être. Bon, moi, j'ai l'impression que, vous voyez, peut-être que c'est pour un visionnaire, peut-être que c'est sur ce côté que moi je vois. Peut-être que ce n'est pas nécessairement ici et maintenant. Voilà. Pour le velours. C'est où? C'est ce que je veux dire. C'est ça le visionnaire. Il a raison. Il a eu raison pour tout. Voilà. Il a eu raison pour tout. Même en parlant de l'Afrique. Voilà. Il a eu raison. Il a raison tout le temps. Tout le monde le dit. Tous les observateurs. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est dans les discussions personnelles. C'est d'un quand je vous parle du Congo, Kinshasa. Tout ce qui arrive aujourd'hui. Il avait tout dit. Il avait tout dit. Bon, là, on ne parle pas de Kodjo, l'international. On a braqué sur le Kodjo, le national. Bon, moi, je sais une chose. Il avait beaucoup de soucis pour le Togolais. Pour le travail. Comment faire travailler les Togolais, les jeunes. N'oubliez pas, à un moment donné, le budget du Togo présentait beaucoup de difficultés. Il était Premier ministre. Alors, un jour, on lui a dit, dans notre pays, là, le Togo, on a recruté des enseignants, jusqu'à peu près 16 000 enseignants, un peu plus. On ne payait pratiquement pas. Dans quelle année? C'était autour de l'année 2000 jusqu'à 2005-2006. Les auxiliaires, les encadrements, oui. Bon, moi, j'étais à côté de Dame chargé essentiellement de la société civile, des institutions internationales.
particulièrement de la société civile, et je ne recevais que des réclamations de ces enseignants. Et je trouvais ça extrêmement difficile. Je suis allé voir Edem Kodjo avec une délégation de ces gens-là. Je vous assure que pendant 3 jours, il a perdu le sommeil. Comment peut-on, un pays peut-il faire travailler ses propres enfants pendant 2 ans, 3 ans, sans le pays? Maintenant, Francis, il faut qu'on arrive à les payer. On prend le budget, impossible. Ce n'était même pas prévu au budget. On a beaucoup discuté. On s'est dit, bon, on va payer, on va recruter tout de suite la moitié, c'est à 8 000 et poussières. D'un seul coup, vous voyez ce que ça représente. Et l'autre moitié, l'année suivante, plus tard. Mais quand on voit des gens souffrir pour des Togolais comme ça, les Togolais ne savent pas cela. Mais justement, comment est-ce que vous comprenez ça? Parce que ce que vous décrivez là, Edem Kodjo, son attachement à la peine des Togolais, cet attachement-là des Togolais, ils ne le savent pas. Mais moi, j'ai la même idée de dire qu'ils n'aiment pas la politique spectacle. Ils n'aiment pas ça. Oui, oui. Mais ce que je dis et qui est vrai, et c'est cela la politique du Togo, ou bien vous êtes pour les Nyassimbe, ou vous êtes pour les Olympios. Un point, un trait. Vous pouvez être bon, vous pouvez être n'importe comment. Si vous êtes dans le camp adverse, comparé à moi, je suis contre vous. Un point, un trait. Bien, merci. Nous allons également écouter quelques auditeurs dans le cadre de cette émission. On verra ce qu'ils pensent d'Edem Kodjo, des questions éventuelles qu'ils voudraient bien poser à nos 2 invités. Je rappelle que nous avons également d'autres témoignages d'acteurs publics que nous allons diffuser dans un instant. Les numéros de l'émission 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Pélé? Oui, c'est Pélé. Comment vous allez? Très bien. Ok, allez-y pour votre contribution, votre question éventuelle. Je pense que M. Edem Kodjo, certains Togolais vont dire que le bien est apprécié quand on l'a perdu. Y compris même M. Abdouli, M. Abdouli plutôt. Je voudrais dire que moi, à mon niveau, je peux dire que M. Edem Kodjo, il a travaillé pour l'Afrique et il a travaillé pour le Togo. Mais pour le Togo, il a un peu failli. Il a failli, même depuis la conférence nationale, M. Edem Kodjo a failli à mon niveau. Il devait prendre le rôle de rapporteur général de la conférence nationale. Et ce rôle-là, c'est un rôle important que M. Edem Kodjo, c'est lui seul qui peut jouer ce rôle à l'époque et que la conférence a une bonne réussite. Mais il a refusé parce qu'il savait que s'il prend le rôle au niveau de président, il ne voulait pas être candidat aux élections. Donc, de l'autre côté aussi, c'est en 1994, ce que vous venez de dire tout à l'heure, M. Edem Kodjo a encore failli. Il fallait négocier avec Agbonbo pour avoir le coup, les dépôts et avoir faire une transition avec M. Yadema. Mais M. Edem Kodjo connaît bien M. Yadema plus que Agbonbo. Mais là aussi, M. Edem Kodjo a failli. Bien, merci. Allô? Oui, allô? Oui, en fait, vous avez encore quelque chose à ajouter? Oui, je voulais dire que M. Edem Kodjo a encore failli au moment où il est devenu Premier ministre de M. Konya Sindé. Il pouvait le faire, parce qu'il avait fait pour son papa, il a fait pour son fils, il pouvait négocier. Il a été le négociateur des engagements, mais quand il est revenu encore pour le Premier ministre de M. Konya, il n'a pas pu réussir. Bien, merci, cher ami, de nous avoir contactés sur la question de la conférence nationale. Quel rôle avait-il joué, cette conférence? Il n'a joué. Il était président de l'UTD. Quand on dit il devait accepter un poste de secrétaire général, non, de rapporteur général, en réalité, ce n'était pas aussi facile que cela. Il fallait négocier et à certains moments, il fallait voter. Donc, et puis ensuite, quand vous êtes rapporteur, vos idées ne passent pas nécessairement. C'est ce que les gens disent dans la salle que vous rapportez.
Et souvent, vous êtes obligé de vous taire sur beaucoup de choses parce que vous ne pouvez pas mettre vos propres idées dans un rapport. Les gens vont vous traiter de tout. Et Kodjo était trop honnête pour pouvoir essayer d'introduire ses propres idées de façon... Vous étiez à cette conférence nationale. L'année prochaine, cette conférence aura 30 ans. Un responsable politique du pouvoir nous disait, c'était Anapaté quand même, il parlait de la conférence nationale comme étant une imposture. Et que répondez-vous à ça? Non, n'exagérons rien. Le Haut-Togo, on exagère beaucoup de choses. La conférence nationale souveraine, la nôtre, celle du Togo, est venue après celle du Bénin. Avouons qu'au Bénin, il y avait très peu de monde. Au Togo, dès que la conférence était annoncée, des gens ont commencé à créer des associations et se battaient pour pouvoir être là-bas. Des fois, il y a des associations de 6-7 personnes et se battaient pour être à la conférence. Ce qui fait que nous avions à la conférence des personnes qui, à mon avis, à l'époque, n'avaient pas une idée très claire de ce que la conférence devait faire. La seule chose, c'était de faire tomber diadément un point, un trait. Alors que le problème est beaucoup plus compliqué que cela. Ce que nous autres, nous voyons à l'époque, ce que voyait aussi Edem Kodjo, c'est le Togo, la nation, une grande idée de l'État. Donc, à ce moment-là, on ne pouvait pas dire que tous ceux qui sont au RPT, il fallait les jeter à la poubelle. Or, il y a des gens qui étaient prêts pour ça. Et seraient contents qu'on dise il faut les jeter à la poubelle. Et Edem Kodjo ne pouvait pas dire un truc pareil. Bon, surtout que quand il veut parler, on dit ah oui, mais ça c'est les anciens du RPT, il faut qu'ils se taisent. Et ça, nous avons vécu ça à la conférence nationale. Oui, et puis bon, en écoutant notre auditeur, ben, je crois qu'il est un peu influencé par la conférence nationale du Bénin. Parce que justement, le rapporteur justement, a été une vedette. Voilà. Et je crois que c'était Théouédré ou bien Dossou, Robert Dossou. Mais quand même, l'histoire a retenu l'image de ce rapporteur qui appelle. Mais comme l'a dit notre doyen, le rapporteur, il ne fait que rapporter. Et puis bon, contrairement à ce qu'il a dit, non, il n'est pas dit que les membres du présidium ne seront pas candidats. Ça, c'est pas non. C'était le premier ministre de la transition qui ne serait pas candidat aux élections. Merci beaucoup. Le deuxième auditeur, après Pelé. Allô? Bonjour. Le deuxième auditeur, on ne l'a pas. En fait, quand... Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Atou. Oui, Atou, vous êtes en direct, allez-y. Je salue vos invités. Bonjour, monsieur Atou. Bonjour, monsieur Atou. Bien sûr, lui, il est immortel. Lui, bon, il a fait sa part, il est parti, que son âme repose en paix. Vos invités disent que M. Edem Kodjo n'aime pas la politique du spectacle. J'aimerais leur poser la question de savoir, fait-on la politique pour soi ou bien on fait la politique pour le peuple? Merci. Bien, merci. Rapidement. C'est moi qui ai utilisé l'esprit. Non. C'est que peut-être que notre ami n'a pas bien compris ce que j'appelle politique spectacle. Puisque ça veut dire, justement, c'est un exemple, je suis en train de poser un acte et puis bon, j'en appelle à tout le monde pour savoir ce que je suis en train de faire pour ceci, même si l'acte que j'ai posé ne mérite pas tout ce bataille médiatique autour. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il pense que small is beautiful, je pose un acte et j'attends récolter des fruits. Mais aujourd'hui, même on parle du plan d'action de Lagos. Combien justement savent que c'était une idée, un projet de Edem Kodjo. Et finalement, quand le test est sorti, c'est 90, plus de 90% du test, c'est lui qui avait écrit ça avant de partir. Mais il ne l'a pas revendiqué. Il en est de même le NEPAD. Mais toutes les idées, ce n'est pas pour dire qu'à Gobli a tout défendu, seulement le NEPAD parce que, portant le fruit de Neko, voilà un peu ce que... Il faut rappeler qu'il était mort le 15 août. Et hier, c'est là. Oui, voilà. Il y a cette réaction d'un
en fait, de quelqu'un qui nous regarde quelque part dans le monde sur notre page Facebook, c'est Gabriel. Il dit quelque part, et en vous écoutant, on pourrait croire que Edem Kodjo est le plus important en politique du Togo, et sauf qu'il a tout fait pour lui-même et rien pour le Togo. Je ne pense pas que, surtout les analyses de mon doyen, et comme souvent, puissent illustrer ce qu'il a dit. Il a même eu à montrer. Mais vous savez quand même que c'est cette image que tous les Togolais Oui, mais est-ce ont. que Ou c'est une partie des Togolais. Est-ce que c'est parce que l'image est fausse que nous devons toujours lui accorder de l'importance? Une image qui est fausse peut être acceptée par beaucoup de monde. Vous savez, vous et moi, on peut le dire. Et il y a quelques siècles, il y a des gens qui soutenaient Morticus que la Terre n'était pas ronde. Oui, bien sûr. Et que la Terre n'était pas ronde. Et ceux Oui. qui soutiennent que la Terre est ronde, plusieurs ont été Voilà. condamnés. Ouais. Il y a des professeurs qui pensaient que le sang se trouvait dans l'estomac. Voilà, oui. Des professeurs d'université. Voilà. Bon, donc, ce n'est pas parce que c'est une erreur que les gens ne croient pas. L'erreur est même plus facilement acceptable par les autres parce que pour faire un effort pour comprendre quelqu'un du genre d'Edem Kodjo, il faut vraiment faire un effort. Bien, merci. Sur le parcours politique d'Edem Kodjo, il y a eu aussi cet échec-là de 2007 aux élections législatives. Il avait été dominé par un jeune en politique à cette époque, Nicodème Habia. Nous avons tenu quand même à écouter Nicodème Habia. Il est aujourd'hui le président du parti politique, les démocrates. Edem Kodjo, c'est un parent. Nous sommes tous du même coin, je veux dire, de la préfecture de la Baie. Je le connais. Mais ce qui m'a plus touché de la personne, c'est que juste après les élections législatives 2007 que j'ai remporté, ou bien que nous avons remporté, M. Edem Kodjo m'a invité à un petit déjeuner chez lui et a profité pour me féliciter et m'encourager à toujours être aux côtés du peuple, surtout de la population de notre préfecture, parce qu'il a toujours les informations sur mes activités dans la préfecture, comment je suis toujours avec la jeunesse, je mange avec la jeunesse, je fais tout ce que je peux faire, du sport avec la jeunesse de la préfecture. Il m'a dit toutes les vérités, surtout sur sa propre personne, comment il s'est éloigné de la population de la Baie jusqu'à Palimé après, juste après sa sortie de l'ENA, École nationale d'administration. Je peux vous dire ici que j'ai pris ces conseils au sérieux. Mais ce qui est encore très important est que Edem Kodjo, c'est un grand intellectuel qui a mis sa connaissance au profit de l'Union africaine. Edem Kodjo, nous le connaissons très bien. C'est un grand économiste. C'est un grand ou bien un fin communicateur. Nous avons vraiment besoin de gens comme Edem Kodjo au Togo et en Afrique. Quelqu'un, un grand intellectuel qui a reconnu ses erreurs et qui m'a demandé personnellement de ne pas faire la même chose, d'être humble et être toujours proche de notre population. Je ne peux que le remercier. Paix à son âme. Le témoignage de Nicodème Habia. Et je vous ai écouté dire au début de l'intervention que ça, c'est Edem Kodjo. Ça, c'est Edem Kodjo, mais il faut tout de suite dire que notre ami qui vient de parler a donné une qualité à Edem Kodjo que Edem Kodjo n'a pas. Communicateur. Un grand communicateur. Edem Kodjo n'est pas Edem Kodjo, grand communicateur, bon communicateur.
Moi, je ne suis pas d'accord. Edem Kodjo est capable, quand il vous donne un travail à faire, vous faites le travail, il peut vous dire, ce travail-là, venant d'un intellectuel comme vous, ça ne vaut rien. Il est capable de vous dire. Il ne dira pas autrement. Il voit des journalistes, il peut leur dire qu'ils parlent un français Voilà. Il voit des... Donc, pour la communication, il te dit la vérité. Tel qu'il pense, il dit une vérité. Et c'est étonnant de monsieur qui vient de parler. C'est Nicodème Rabia. Nicodème Rabia. Et il a battu Edem Kodjo. Sur le plan international, les gens nous ont posé la question, comment des choses comme ça peuvent arriver? Un bonhomme comme Edem Kodjo au Togo, vous ne le voulez même pas comme député. Mais comment comprendre justement ça? C'est-à-dire que finalement, c'est dit que c'est de grand acteur. Vous voyez qu'on est dans la subjectivité, justement. Oui, on est dans la subjectivité. Et puis, mais, vous voyez, tout à l'heure, en parlant de politique spectacle, il aurait été quelqu'un de ce genre-là qui aurait fait un communiqué de presse après sa rencontre. Oui. Voilà, justement, si justement lui, il ne témoignait pas, et sur ça, nous n'aurons jamais su qu'il a eu rencontré, justement. Voilà. Et c'est ça, Edem Kodjo. Et c'est ça, Edem Kodjo. Et il lui dit, tu travailles pour. Voilà. Travaille pour le Togo. Oui, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien beau. Mais en politique, le mandat électif, il est aussi important. Mais je suis d'accord. Mais il a jamais d'accord. Mais on ne doit pas faire l'économie de l'éthique dans la politique. Moi, c'est ce que je dis. C'est comme si nous faisons l'apologie seulement de ceux qui brassent de l'eau. C'est ce que je dis. Nous devons parvenir à cette culture. Nous ne sommes pas encore arrivés. Oui, on n'est pas encore arrivés. Mais et moi, en tant qu'éducateur, moi, je pense qu'il va de soi. Comme disait un ami hier, il dit qu'il y a le leader et le gestionnaire. Que le gestionnaire, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui veut dire, mais le leader qui est d'un côté, alors que il n'est pas ami de d'un côté, c'est ce qu'il veut dire. Mais c'est un visionnaire. Un visionnaire. Il sait que, bon, peut-être que c'est bon, mais voilà, l'idée est, je lui donnais, je prends toujours en politique française le cas de Chirac. Mais Chirac avait accepté même d'être impopulaire. Parce qu'il était visionnaire, il savait où il allait depuis 1977. Et après, bon, il a de la chance, l'histoire lui a donné raison après. Parce qu'en 1977, personne ne pouvait supposer qu'un jour Chirac serait Premier ministre ou président en France. Mais quand vous faites cette comparaison, vous faites intervenir Chirac dans le débat. Où est-ce qu'il allait, Edem Kodjo, lui? Edem Kodjo avait une vision d'abord pour l'Afrique. L'Afrique, oui. L'Afrique. Il a beaucoup écrit sur l'Afrique. Oui. Ensuite, le Togo. Les gens ont toujours dit, les Africains, les grands Africains ont toujours dit que c'est parce que le Togo était trop petit pour lui. Oui. Ce n'est pas lui qui dit ça. Voilà. Je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré Nelson Mandela sans qu'il demande après. Oui, ça. Dès qu'il voit, il va comment va mon ami Edem Kodjo. Donc, et en Namibie, Edem Kodjo a joué un rôle extraordinaire. Au Congo, c'est pareil. Et c'est pourquoi les gens disent, vous, au Togo, quand ça ne va pas ailleurs, on appelle Edem Kodjo. Il vient et il aide les gens. Mais comment il n'arrive pas à vous aider? Voilà, oui. Parce que chez nous, on n'a pas besoin d'aide. On a besoin d'aide pour Nyasingbe ou pour Olympio. Point. On n'a pas besoin d'être un grand intellectuel pour cela. Oui. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai eu un parti d'abord, le parti africain, le parti de l'action pour le développement. Les gens disent toujours africain de démocratie, non, de l'action pour le développement. J'avais de nombreux cadres cabiers dans mon parti. Le jour où on a fait notre premier meeting, j'ai entendu des gens dire, oh, il y a beaucoup de cabiers dans ce parti, c'est sûrement un parti des Allemands. Voilà. C'est fini. Lorsque vous êtes journaliste, vous pouvez vous en souvenir. Lorsque j'ai fait le meeting de Bain, il y avait du monde. Le Togo Presse a rapporté qu'il y avait 7000 personnes au moins. Mais en réalité, je pensais qu'il y avait plus. Et j'ai dit ce que pensait Edem Kodjo aussi, le grand pardon.
Et j'ai dit que nous ne gagnerons pas si on continue à casser les maisons des carrières, si on les renvoie, on les sort de nos maisons. Et vous pouvez vous en souvenir, il y a des gens qui ont levé la main, qui ont dit si c'est ça que vous venez nous dire, on ne votera jamais pour vous. Et ça, c'est Edem Kodjo aussi. Bien, merci. On ne votera pas pour lui. S'il vous plaît, vous avez évoqué le grand pardon. Nous parlerons du grand pardon dans un instant, mais nous allons écouter un dernier témoignage, puisque vous avez fait référence au Congo démocratique. Notre compatriote Dani Aïda, qui travaille pour le NDI, le National Democratic Institute, et a voulu témoigner dans le cadre de cette émission spéciale. Nous écoutons Dani Aïda. Nous pouvons définir Edem Kodjo comme une personnalité complète au triple plan d'un homme politique, d'un intellectuel et d'un fonctionnaire international de talent et de très haut niveau. Homme politique parce que Kodjo a servi dans son pays à différents postes politiques et à des moments cruciaux de la vie du Togo. Je ne vais pas revenir en détail sur ces postes-là que vos éditeurs connaissent sans doute, mais il faut avouer qu'il a su tirer son épingle du jeu à chacune de ces étapes-là. C'est un homme assez avisé, assez clairvoyant, dont le positionnement politique, que ce soit dans la période du parti unique, parti État, que dans la période de l'ouverture démocratique, eh bien, ces périodes lui ont permis de se positionner comme un acteur qui a su se mettre dans le sens du vent, pas par opportunisme, mais par clairvoyance. Il est assez pragmatique, je dois dire, il était, puisqu'il ne vit plus. Donc, en tant qu'acteur politique, je pense que son leadership a su le hisser à ce niveau-là, où, de par ses connaissances et ses capacités relationnelles, il a su s'imposer parmi, disons, un petit groupe de personnalités qui ont piloté la lutte du peuple pour le changement à une étape donnée. Il a été candidat du collectif de l'opposition démocratique en 1993. Malheureusement, l'opposition a boycotté cette élection présidentielle-là. Sinon, Kodjo était parmi les opposants togolais, celui qui était prêt de devenir le chef d'État du Togo. Il a dirigé un parti politique que nous pouvons classer parmi les partis moyens du Togo, puisque sur le plan de l'implantation des capacités d'action, on ne peut pas dire que ni l'UTD ni la CPP aient été des partis assez représentatifs, mais un parti moyen qui n'a su rayonner qu'à travers la personnalité du leader qu'il incarnait. Maintenant, l'intellectuel Edem Kodjo a été, disons, à cette opposition au niveau continental, au cadre qu'il était, secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a été aussi quand même, disons, une personnalité de référence dans son domaine, en termes de relations internationales. Il a enseigné, il a de très bonnes relations du côté de la France où il avait fait ses études à Sorbonne. Il a enseigné, il a écrit, publié beaucoup. Et de ce point de vue, son carnet d'adresses assez riche lui a permis de faire partie des cercles assez fermés de sommités francophones qui, au fil des décennies, ont su se manifester et influencer pas mal de décisions sur le plan aussi bien africain qu'international. Alors, Kodjo, en tant qu'intellectuel, est aussi cet homme de culture. Pour revenir à un aspect de sa participation à la vie politique du Togo, à un certain moment, pour avoir été l'un des chefs d'orchestre du RPT dans le passé, Edem Kodjo a promu, pendant la période de transition démocratique, le grand pardon. Ce grand pardon doit être conçu, compris comme étant un niveau de la justice transitionnelle qui devrait admettre que, on admet donc à un certain moment, certains Togolais ont commis des actes qui ont porté atteinte à la cohésion nationale. Que ces gens-là soient reconnus et qu'ils reconnaissent leurs fautes, mais en même temps que le peuple
dans le souci de préserver l'unité nationale, puissent admettre que le pardon leur soit accordé. Pas un simple pardon, mais un pardon qui constitue un investissement dans le vivre collectif quotidien, dans la transformation, disons, des valeurs intrinsèques qui sont propres au peuple du Togo. Il a laissé une fondation de positionnement reconnue au niveau international et aussi des ouvrages qui doivent guider dans des réflexions et être enseignés à la jeune génération. Dani Aïda de NDI, vous l'avez écouté, réaction? Bon, Dani, bon, c'est un grand ami. Ouais, je crois qu'il a fait le tour de façon très objective. Ouais, quelqu'un qui est très proche de Kokodjo, mais qui tient un discours en relevant les atouts et les défis. Surtout en revenant justement à ce beau cadeau du grand pardon qu'on n'a pas pu récupérer et l'appliquer. Vous voyez qu'il parlait du grand pardon à l'époque, mais il fallait le génocide rwandais pour qu'on puisse parler de la justice transitionnelle qui justement reprenait cela, parce que la justice transitionnelle a cette caractéristique justement de mettre en parenthèse les instruments juridiques nationaux et internationaux, et maintenant de puiser dans le génie de la culture de la population les capacités de pouvoir accepter, parce que c'est ça le grand pardon. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que la personne doit te demander pardon, ou bien parce que la personne doit s'excuser avant de le faire, mais c'est de voir l'intérêt supérieur de la nation, et à partir de là, de faire, peut-être, on lit la table, on lit la page de l'histoire, avant de tourner la page, pour justement devenir beaucoup plus apaisant pour nous tous. Au début des années 90, le grand pardon était quand même le thème qui était repris par beaucoup d'acteurs ici au Togo. Quand on parlait d'Nkobdio, cela lui était collé. Mais que devient-il cet appel? En réalité, je crois qu'il ne faut plus aller en 90. C'est quand il pense qu'il n'a pas été élu aux élections législatives, et même, je ne me souviens pas tout à fait de la date, il a pensé à mettre en place Pax Africana. Et avec Pax Africana, le fondement de Pax Africana, c'était aussi le grand pardon. Ce qui se passe au Togo, le problème du Togo se retrouve ailleurs en Afrique. Donc par conséquent, moi j'ai rencontré d'anciens chefs d'État dans des réunions organisées par Edem Kodo, et tous reconnaissent que si on n'arrive pas à mettre en place le grand pardon, que l'Afrique est en train d'aller vers un danger réel. Bon. Maintenant, les gens disent Edem Kodo, tous ceux qui ont parlé ont dit du bien de lui. Bon, pendant qu'il était aux affaires, personne ne disait du bien de lui. Souvent, c'est comme ça. Un mot maintenant des obsèques qui vont avoir lieu la semaine prochaine, puisque on me fait signe que notre temps il est fini. C'est la semaine prochaine, les obsèques. Oui. Le programme? Oui, bon, le programme, je ne suis pas en tête, mais je sais que de mercredi, il y aura une veillée. Et la veillée sera précédée des témoignages. Bon, c'était prévu, il avait été prévu pour la cathédrale, mais non, je crois que compte tenu de l'espace, on a préféré tenir la veillée dans la paroisse Saint-Mathilde de l'Ouganda, qui est quand même plus spacieuse. Et puis pour mercredi, c'est le jour de l'enterrement, et la levée du corps c'est à 7h, mais entre 7h et 9h, la date de la veille, il y aura, on a parlé justement d'hommage officiel, mais le contenu n'est pas encore défini. Mais je crois que demain, il y aura, fin de journée, on aura la définition et du lieu et du contenu de cet hommage officiel avant la messe d'enterrement, et l'enterrement aura lieu dans l'intimité familiale. On vous lève sa conclusion. C'est un grand chrétien. Oui, c'est la conclusion de l'histoire. Il est mort à une période qu'il faut analyser. Moi, je ne dis pas plus. Un grand chrétien, il meurt à cette période-là. Disons aussi, pour terminer, pour que finalement, Edem Kodo est mort. Mais pour nous autres, nous disons que la mort
ce n'est pas la fin de la vie. C'est la mort, c'est notre passage terrestre qui est terminé. Mais la vie continue. Merci d'être venu, Francis Ekong. Je rappelle que vous êtes en confinement ou en convalescence chez vous là-bas à Gboto. Vous êtes venu spécialement. Je ne suis pas confiné. Vous êtes venu spécialement. Vous êtes venu spécialement à Lomé pour l'émission et rendre hommage à votre camarade Idem Kodjo. Merci. Guy Missonnet, je rappelle que l'université c'est à côté, mais il est difficile de le voir à Pyramide. Romaric Freitas, merci d'être resté à la technique. Moi je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. Voilà, merci. C'est bien, oui, ça, j'ai bien aimé. Parce que